Chapitre 6. Le château de Baskerville. Au jour indiqué, Sir Henry Baskerville et le docteur Mortimer se trouvèrent prêts, et nous partîmes pour le Devonshire, ainsi que cela avait été convenu. Sherlock Holmes m'accompagna à la gare, afin de me donner en voiture ses dernières instructions. « Je ne vous troublerai pas, me dit-il, par l'exposé de mes théories, ou par la confidence de mes soupçons. Je désire simplement que vous me teniez au courant des faits, jusque dans leurs plus petits détails. Reposez-vous sur moi du soin d'en tirer les déductions qu'ils comporteront. »« Quelle espèce de faits dois-je vous communiquer ?» demandai-je. « Tous ceux qui vous paraîtront toucher à l'affaire, même de loin. Renseignez-moi sur les relations du jeune Baskerville avec ses voisins et sur tout ce que vous pourrez recueillir de nouveau concernant la mort de Sir Charles. Je me suis livré ces jours derniers à quelques enquêtes dont le résultat, je le crains fort, aura été négatif. Une seule chose me semble certaine. Monsieur James Desmond, l'héritier présomptif, est un parfait galant homme. Cette persécution n'émane pas de lui. Nous devons donc éliminer ce clergyman de nos calculs. Il ne reste plus que les personnes qui entoureront Sir Henry Baskerville sur la lande. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de se débarrasser immédiatement du couple Barrymore ? Non, nous commettrions une faute. Innocent, ce serait une cruelle injustice. Coupable, ce serait renoncer à la possibilité de les confondre. Non, non, conservons-les sur notre liste de suspects. Si je me souviens bien, il y a au château un cocher et sur la lande 2 fermiers. Nous y trouvons également notre ami, le docteur Mortimer, que je tiens pour absolument honnête, et sa femme, sur laquelle nous manquons de renseignements. Il y a aussi le naturaliste Stapleton et sa sœur, qu'on dit très attrayante. Puis c'est M. Frankland de l'After Hall, qui représente un facteur inconnu, ainsi que 2 ou 3 autres voisins. Vous devrez porter vos investigations sur ces gens-là. J'agirai de mon mieux. Je suppose que vous emportez des armes. Oui, j'ai cru bien faire de m'en munir. Certainement. Jour et nuit, ayez votre revolver à portée de la main et ne vous relâchez jamais de vos mesures de prudence. Nos amis avaient déjà retenu un wagon de première classe et nous attendaient sur le quai. « Non, nous n'avons rien de neuf à vous apprendre, » fit le docteur Mortimer, en répondant à une question de mon ami. « Je ne puis vous affirmer qu'une chose, personne ne nous a suivis depuis 2 jours. Nous ne sommes jamais sortis sans avoir regardé de tous côtés, et un espion n'aurait pas échappé à notre vigilance. »« Vous ne vous êtes pas quitté, je présume ?» Seulement hier après-midi, quand je suis à Londres, je consacre toujours quelques heures aux distractions. Je les ai passées au musée de l'Académie de chirurgie. Et moi, je suis allé voir le beau monde à Hyde Park, dit Baskerville. Il ne s'est rien produit d'extraordinaire. J'étais tout de même imprudent, répliqua gravement Holmes en secouant la tête. Je vous prie, Sir Henry, de ne plus vous absenter seul, si vous ne voulez pas vous exposer à de grands malheurs. Avez-vous retrouvé votre bottine ? Non, elle est bien perdue. C'est vraiment très curieux. Allons, adieu, ajouta-t-il, comme le train commençait à glisser le long du quai. Puis il reprit. Souvenez-vous, Sir Henry, de l'une des phrases de la légende que le docteur Mortimer nous a lue. Évitez la lande à l'heure où l'esprit du mal chemine. Je passai la tête par la portière pour regarder encore le quai que nous avions déjà laissé bien loin derrière nous, et j'aperçus la grande silhouette de Sherlock Holmes, immobile et tournée vers nous. Le voyage me parut court et agréable. J'employai le temps à faire plus ample connaissance avec mes compagnons
et à jouer avec le caniche de Mortimer. Peu d'heures après notre départ, le sol changea de couleur. De brun, il devint rougeâtre. Le granit avait remplacé la pierre calcaire. Des vaches rousses ruminaient dans de gras pâturages, dénotant un pays plus fertile, mais plus humide. Le jeune Baskerville, le visage collé aux vitres du wagon, contemplait avec intérêt le paysage et s'enthousiasmait à la vue des horizons familiers du Devonshire. « Depuis que j'ai quitté l'Angleterre, dit-il, j'ai parcouru la moitié du monde, mais je n'ai jamais rien trouvé de comparable à ceci. » « Il est rare de rencontrer un habitant du Devonshire, fis-je observer, qui ne soit pas épris de son comté. »« Cela dépend tout autant de l'individu que du comté, » repartit Mortimer. « Un examen superficiel de notre ami révèle chez lui la tête du celte où sont fortement développées les bosses de l'enthousiasme et de l'attachement. Le crâne du pauvre Sir Charles présentait les particularités d'un type très rare, moitié gaélique et moitié hibernien. Vous étiez fort jeune, n'est-ce pas, Sir Henry, lorsque vous vîntes au château de Baskerville pour la dernière fois? À la mort de mon frère, j'avais une dizaine d'années, et je ne suis jamais venu au château. Nous habitions un petit cottage sur la côte méridionale de l'Angleterre. Je suis parti de là pour rejoindre un ami en Amérique. La contrée que nous traversons est aussi nouvelle pour moi que pour le docteur Watson. Cela vous explique l'extrême curiosité que la lande excite en moi. « Vous allez pouvoir la satisfaire, » dit Mortimer en désignant la fenêtre du wagon. « Vous devez l'apercevoir d'ici. » Dans le lointain, au-dessus de la verdure des champs et dominant une pente boisée, se dressait une colline grise, mélancolique, terminée par une cime dentelée dont les arêtes, à cette distance, perdaient de leur netteté et de leur vigueur. Cela ressemblait à quelque paysage fantastique entrevu à travers un rêve. Baskerville tint longtemps les yeux fixés sur ce coin du ciel, et je lus sur son visage mobile l'impression que faisait sur son esprit la vue de cette contrée où ceux de sa race avaient vécu si longtemps et avaient laissé de si profondes traces de leur passage. Il était assis en face de moi, dans le coin d'un prosaïque wagon, vêtu de son complet gris, parlant avec cet accent américain fortement prononcé, et, pendant que je détaillais sa figure énergique, je pressentais plus que jamais qu'il était vraiment le descendant de cette longue lignée d'hommes ardents et courageux. Il y avait de l'orgueil, de la vaillance et de la force sous ses épais sourcils, ainsi que dans ses narines mobiles et dans ses yeux couleur de noisette. Si, sur cette lande d'aspect sauvage, nous devions entreprendre une enquête difficile et périlleuse, nous aurions dans Sir Henry un compagnon avec lequel on pouvait tenter l'aventure, certain qu'il saurait en partager bravement tous les dangers. Le train stoppa à une petite station. Nous descendîmes. Dehors, au-delà d'une petite barrière peinte en blanc, attendait une voiture attelée de 2 cobs. Notre arrivée constituait sûrement un grand événement, car le chef de gare et les hommes d'équipe se précipitèrent au-devant de nous pour prendre nos bagages. C'était une simple halte au milieu de la campagne. Je fus donc très surpris de remarquer que, de chaque côté de la porte, 2 soldats se tenaient appuyés sur leurs fusils. Quand nous passâmes auprès d'eux, ils nous dévisagèrent avec insistance. Le cocher, petit, trapu, salua Sir Henry Baskerville, et quelques minutes plus tard, nous roulions sur la route blanche et poudreuse. Nous traversions un pays vallonné, couvert de pâturages. Le toit de quelques maisons s'élevait au-dessus des frondaisons épaisses des arbres. Mais, au-delà de cette campagne paisible, illuminée par les rayons du soleil couchant, la longue silhouette de la lande se détachait en noir sur l'azur du ciel. La voiture s'engagea dans un chemin de traverse. Nous gravîmes ainsi des sentiers abrupts, bordés de hauts talus tapissés de mousse et de scolopendres, où, pendant des siècles, le passage des roues avait creusé de profondes ornières. Des fougères, rouillées par la rosée, des ronces aux baies sanglantes, étincelaient au dernier feu du soleil. Nous franchîmes un petit pont de granit et nous côtoyâmes un ruisseau qui fuyait rapidement sur un lit de cailloux grisâtres. La route et le ruisseau suivaient une vallée plantée de chênes rabougris et de sapins étiques.
Baskerville saluait chaque tournant du chemin par une exclamation de surprise. Tout lui semblait beau, tandis que j'éprouvais une indéfinissable tristesse à l'aspect de cette campagne qui portait les stigmates irrécusables de l'hiver déjà prochain. Tout à coup, Mortimer s'écria « Regardez donc ça !» Une petite colline, une sorte d'éperon formé par la lande et s'avançant dans la vallée, se dressait devant nous. Sur la cime, semblable à une statue équestre, nous aperçûmes un soldat à cheval, le fusil appuyé sur son bras gauche, prêt à faire feu. Il gardait la route par laquelle nous arrivions. « Et que signifie ceci, Perkins ?» demanda Mortimer au cocher. Celui-ci se retourna à demi sur son siège. « Un condamné s'est échappé, il y a 3 jours, de la prison de Princeton. On a placé des sentinelles sur tous les chemins et dans toutes les gares. On n'a pas encore retrouvé, et les fermiers des environs sont bien ennuyés. Je comprends. Il toucherait 5 livres de récompense en échange d'un petit renseignement. Oui, monsieur, mais 5 livres de récompense représentent bien peu de choses en comparaison du danger qu'il court d'avoir le cou coupé. Ah, ce n'est pas un condamné ordinaire. Il est capable de tout. Et qui est-ce? Selden, l'assassin de Notting Hill. Je me souvenais parfaitement de ce crime. Il était un de ceux qui avaient le plus intéressé Sherlock Holmes, en raison des circonstances particulièrement féroces qui entourèrent le crime et de l'odieuse brutalité avec laquelle l'assassin accomplit son forfait. Cependant, on avait commué la sentence de mort prononcée contre le coupable sur des doutes conçus à propos de sa responsabilité mentale. Notre voiture avait gravi une pente et, devant nous, se déroulait l'immense étendue de la lande. Un vent glacial qui la balayait nous fit frissonner. Ainsi donc, quelque part sur cette plaine désolée, se terrait comme une bête sauvage cette infernale créature dont le cœur devait maudire l'humanité qu'il avait rejetée de son sein. Il ne manquait plus que cela pour compléter la lugubre impression produite par cette vaste solitude, cette bise glacée et ce ciel qui s'assombrissait davantage à chaque instant. Sir Henry Baskerville lui-même devint taciturne et serra plus étroitement autour de lui les pans de son manteau. Maintenant, les plaines fertiles s'étendaient derrière et au-dessous de nous. Nous voulûmes les contempler une dernière fois. Les rayons obliques du soleil, abaissés sur l'horizon, teintaient d'or les eaux du ruisseau et faisaient briller la terre rouge, fraîchement remuée par le soc de la charrue. Devant nous, la route, avec ses pentes rudes, parsemées d'énormes rochers roussâtres, prenait un aspect de plus en plus sauvage. De loin en loin, nous passions près d'un cottage construit et couvert en pierre, dont aucune plante grimpante n'atténuait la rigidité des lignes. Soudain, nous vîmes une dépression de terrain, ayant la forme d'un entonnoir, où croissaient des chênes entr'ouverts, ainsi que des sapins échevelés et tordus par des siècles de rafales. 2 hautes tours effilées pointaient au-dessus des arbres. Le cocher les désigna avec son fouet. « Le château de Baskerville » dit-il. Les joues empourprées, les yeux enflammés, Sir Henry s'était levé et regardait. Quelques minutes après, nous atteignîmes la grille du château, enchâssé dans des piliers rongés par le temps, mouchetés de lichens et surmontés de têtes de sangliers, armes de Baskerville. Le pavillon du portier n'était plus qu'une ruine de granit noir, au-dessus de laquelle s'enchevêtrait un réseau de chevrons dépouillés du toit qu'ils supportaient jadis. En face s'élevait un nouveau bâtiment dont la mort de Sir Charles avait arrêté l'achèvement. La route s'ouvrait sur une avenue où les roues de la voiture s'enfoncèrent dans un lit de feuilles mortes. Les branches des arbres séculaires qui l'abordaient se rejoignaient au-dessus de nos têtes pour former comme un sombre tunnel. Baskerville frissonna en apercevant cette lugubre allée à l'extrémité de laquelle on découvrait le château. « Est-ce ici ?» demanda-t-il à voix basse. « Non, l'allée des Ifs se trouve de l'autre côté. Je ne m'étonne pas que dans un endroit pareil, l'esprit de mon oncle se soit détraqué. Il n'en faut pas davantage pour déprimer un homme.
Avant 6 mois, j'aurais installé là, ainsi que devant le château, une double rangée de lampes électriques. L'avenue aboutissait à une large pelouse, au-delà de laquelle on distinguait le château. À la clarté pâlissante de ce soir d'automne, je vis que le centre était formé par une construction massive avec un portail formant saillie. La façade disparaissait sous les lierres. Les fenêtres et quelques écussons aux armes des Baskerville coupaient çà et là l'uniformité de cette sombre verdure. De cette partie centrale montaient les 2 tours, antiques, crénelées, percées de nombreuses meurtrières. À droite et à gauche de ces tours, on avait ajouté une aile d'un style plus moderne. « Soyez le bienvenu au château de Baskerville, Sir Henry », dit une voix. Un homme de haute taille s'était avancé pour ouvrir la portière de la voiture. Une silhouette de femme se profilait dans l'encadrement de la porte. Elle sortit à son tour et aida l'homme à descendre les bagages. « Je vous demande la permission de rentrer directement chez moi, Sir Henry, » dit Mortimer. « Ma femme m'attend. Vous ne voulez pas dîner avec nous ?»« Non, il faut que je m'en aille. Je dois avoir des malades qui me réclament. J'aurais été heureux de vous montrer le château, mais Barrymore sera un meilleur guide que moi. Au revoir, et si je puis vous rendre service, n'hésitez pas à me faire appeler à toute heure du jour ou de la nuit. » Le roulement de la voiture qui emmenait le docteur s'éteignit bientôt dans le lointain. Sir Henry et moi, nous entrâmes dans le château et la porte se referma lourdement sur nous. Nous nous trouvâmes dans une grande pièce dont le plafond, très élevé, était soutenu par de fortes solives de chêne noircies par le temps. Dans une cheminée monumentale, un feu de bois pétillait sur du haut chenet. Nous en approchâmes nos mains engourdies par le froid du voyage. Nous examinâmes curieusement les hautes et longues fenêtres aux vitraux multicolores, les lambris de chêne, les têtes de cerf et les armes accrochées au mur, le tout triste et sombre, sous la lumière atténuée d'une lampe accrochée au milieu du plafond. « C'est bien ainsi que je me représentais le château, » me dit Sir Henry. « Cela ne ressemble-t-il pas à quelques vieux tableaux d'intérieur ? La demeure n'a pas changé depuis 500 ans qui vivent mes ancêtres. » Tandis qu'il jetait les yeux autour de lui, son visage bronzé s'éclaira d'un enthousiasme juvénile. Mais, à un moment, la lumière le frappa directement, alors que de longues traînées d'ombre couraient contre les murs, formant au-dessus de sa tête et derrière lui comme un dais funéraire. Barrymore était revenu de porter les bagages dans nos chambres. Il se tenait devant nous dans l'attitude respectueuse d'un domestique de grande maison. Il avait très bonne apparence, avec sa haute taille, sa barbe noire coupée en carré et sa figure qui ne manquait pas d'une certaine distinction. « Désirez-vous qu'on vous serve immédiatement, monsieur ?» demanda-t-il. « Est-ce prêt ?»« Dans quelques minutes, vous trouverez de l'eau chaude dans vos chambres. Ma femme et moi, Sir Henry, nous serons heureux de rester auprès de vous jusqu'à ce que vous ayez pris vos nouvelles dispositions. Maintenant, l'entretien de cette maison va exiger un personnel plus nombreux. »« Pourquoi maintenant ? » ?»« Je veux dire que Sir Charles menait une existence très retirée et que nous suffisions à son service. Vous, c'est tout naturel. Vous recevrez davantage et nécessairement vous devrez augmenter votre domesticité. » « Dois-je en conclure que vous avez l'intention de me quitter ? » ?»« Oui, mais seulement lorsque vous nous y autoriserez. » »« Votre famille n'est-elle pas au service des Baskerville depuis plusieurs générations ? Je regretterais de commencer ma vie ici en me séparant de serviteurs tels que vous. » Je crus découvrir quelques traces d'émotion sur le pâle visage du valet de chambre. « Ma femme et moi, nous partageons ce sentiment, » reprit Barrymore. « Mais à dire vrai, nous étions très attachés à Sir Charles. Sa mort nous a donné un coup et nous a rendu pénible la vue de tous ces objets qui lui appartenaient. Je crains que nous ne puissions plus supporter le séjour du château. » « Qu'avez-vous l'intention de faire ? » « Nous sommes décidés à entreprendre quelques petits commerces. La générosité de Sir Charles nous en a procuré les moyens. Ces messieurs veulent-ils que je les conduise à leur chambre ? » «
Une galerie courait autour du hall. On y accédait par un escalier à double révolution. De ce point central, 2 corridors sur lesquels s'ouvraient les chambres traversaient toute la longueur du château. Ma chambre était située dans la même aile que celle de sœur Henri et presque porte à porte. Ces pièces étaient meublées d'une façon plus moderne que le reste de la maison. Le papier clair et les innombrables bougies, allumées un peu partout, effacèrent en partie la sombre impression ressentie dès notre arrivée. Mais la salle à manger, qui communiquait avec le hall, était pleine d'ombre et de tristesse. On dressait encore la table sur une espèce d'estrade autour de laquelle devaient autrefois se tenir les domestiques. À l'une des extrémités de la pièce, une loggia, réservée pour des musiciens, dominait la salle. À la lueur des torches et avec la haute liesse des banquets du bon vieux temps, cet aspect pouvait être adouci, mais de nos jours, en présence de 2 messieurs vêtus de noir, assis dans le cercle de lumière projeté par une lampe voilée d'un abat-jour, la voix détonnait et l'esprit devenait inquiet. Toute une lignée d'ancêtres, habillés de tous les costumes des siècles passés, depuis le chevalier du règne d'Élisabeth jusqu'au petit maître de la Régence, nous fixait du haut de ses cadres et nous gênait par sa muette présence. Nous parlâmes peu, et je me sentis soulagé, une fois le repas terminé, quand nous allâmes fumer une cigarette dans la salle de billard. « Vrai, ce n'est pas un endroit folâtre, » dit sœur Henri. « Je crois qu'on peut s'y faire, mais je me sens encore dépaysé. Je ne m'étonne pas qu'à vivre seul dans cette maison, mon oncle soit devenu un peu toqué. Vous plaît-il que nous nous retirions de bonne heure dans nos chambres? Demain matin, les choses nous sembleront peut-être plus riantes. » Avant de me coucher, j'ouvris mes rideaux pour jeter un coup d'œil sur la campagne. Ma fenêtre donnait sur la pelouse devant la porte du hall. Au-delà, 2 bouquets d'arbres s'agitaient en gémissant sous le souffle du vent. Une partie du disque de la lune apparaissait dans une déchirure des nuages. À cette pâle clarté, je vis, derrière les arbres, la dentelure des roches, ainsi que l'interminable et mélancolique déclivité de la lande. Je refermai mon rideau avec la sensation que cette dernière impression ne le cédait en rien à celle déjà éprouvée. Et cependant, elle devait être suivie d'une autre, non moins pénible. La fatigue me tenait éveillé. Je me retournais dans mon lit à la recherche d'un sommeil qui me fuyait sans cesse. Dans le lointain, une horloge à carillon sonnait tous les quarts. Elle rompait seule le silence de mort qui pesait sur la maison. Tout à coup, un bruit parvint à mon oreille, distinct, sonore, reconnaissable. C'était un gémissement de femme, le gémissement étouffé de quelqu'un en proie à un inconsolable chagrin. Je me dressai sur mon séant et j'écoutais avidement. Le bruit était proche et venait certainement de l'intérieur du château. Les nerfs tendus, je demeurai ainsi plus d'une demi-heure. Mais je ne perçus plus que le carillon de l'horloge et le frôlement des branches de lierre contre les volets de ma fenêtre.